Jacqueline Duhem, vous êtes ici au Salon du Livre de Paris pour parler d'un livre qui a été publié aux Lumières de Lille, Ask 1944. Donc évidemment, quand on découvre ce livre, on est déjà frappé par notre ignorance, c'est-à-dire que donc à Ask, petite ville du Nord, il y a eu un massacre pendant la Seconde Guerre mondiale, comparable en fait à celui d'Oradour, qui est peut-être plus connu. Beaucoup plus connu, oui, en effet. Hein. Alors justement, bon, vous avez raison de dire que Ask, le massacre d'Ask, est maintenant méconnu, voire même complètement inconnu pour l'immense majorité de la population française. Et même, je dirais, aussi dans le Nord-Pas-de-Calais, et même à Ask, Villeneuve d'Ascq maintenant, puisque Ascq, la commune n'existe plus, puisque en 1970, il y a eu fusion de 3 communes et Ascq a disparu en tant que commune, mais le nom a été conservé, étant donné le massacre qui s'est déroulé le 1er 2 avril 1944. Alors, on l'appelle aussi, c'est indiqué en particulier, l'Oradour du Nord. Alors à l'époque, en 1940, les années 1940-1950, Ascq était, le massacre d'Ascq, aussi connu que Oradour. D'accord. Et donc, dans la presse régionale comme nationale, on parlait de l'Oradour du Nord. Alors qu'est-ce qui a... Parce que donc là, vous faites vraiment un travail de devoir de mémoire. Qu'est-ce qui fait justement que ça a été complètement oublié, aussi bien du public que des livres d'histoire? Des livres d'histoire. Alors ça, c'est très simple, malheureusement. Je suis bien placée en tant que professeur d'histoire pour le savoir. Dans les manuels d'histoire, même de second cycle, donc première ou terminale suivant, on met la Seconde Guerre mondiale en première ou en terminale, il faut aller vite, on a beaucoup à traiter, une quantité de questions à traiter. La Seconde Guerre mondiale, quand c'était en terminale, ça arrivait en début d'année, donc on pouvait peut-être parfois un petit peu passer plus de temps. Et quand c'est en première, alors là, c'est réduit à la, disons, à la portion un peu plus congrue. Et donc, les éditeurs, les auteurs, surtout les auteurs de manuels, ils vont plus connus. Et donc, massacre en France, c'est Oradour. Alors qu'il y a eu d'autres, des dizaines de massacres en France entre 1940 et 1944. Et des massacres en particulier dans le Nord en mai 1948. Et qui sont maintenant, Wagny, Courrières, qui sont, je dirais, encore plus méconnus que celui d'Ascq. Alors pourquoi c'est... Il y a d'abord la raison, bon, dans les manuels scolaires, mais pas uniquement. C'est que à Ascq, on va dire les familles des victimes, les veuves en particulier, puis ensuite les enfants, il y a une sorte de repli aussi sur soi. Oui, alors voilà. C'était justement, j'en parlais tout à l'heure avec votre éditeur, parce que ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que donc il y a évidemment, vous racontez le massacre, mais également les différents procès et voilà, ce devoir de mémoire qui a du mal à se remplir. Et que évidemment nous on imagine la résistance comme cet acte héroïque, c'est-à-dire que donc le massacre d'Ascq est parti du déraillement d'un train provoqué par la résistance, et que nous on voit ça comme un acte héroïque, mais que le massacre qui a eu lieu ensuite par les Allemands, les familles d'Ascq, elles, en retiennent une espèce de presque de trahison de la résistance. Voilà, alors on ne va pas parler de véritablement trahison, mais c'est vrai que les résistants qui s'appelaient le groupe d'Ascq, du groupe d'Ascq, donc c'était des résistants surtout du réseau mouvement Voix du Nord, qui a donné son nom, puisqu'il y avait une presse clandestine, c'était la Voix du Nord, et c'était un réseau, un mouvement de résistance, qui ensuite est devenu le grand journal, on va dire le journal régional, la Voix du Nord. Mais on va dire que ce groupe d'Ascq était chargé de faire des sabotages pour éviter trop de morts dû, on va dire, au raid aérien des Alliés. Donc il y avait une sorte, on va dire, de deal avec Londres en disant, bon écoutez, évitez de trop bombarder les gares de triage, les voies ferrées, parce qu'il y a des civils autour et puis ça fait des centaines de morts.
nous, on peut faire des actes ciblés de sabotage. Voilà. Et donc, ce groupe d'Ascq était donc en train d'être formé pour ça. Et donc, ils avaient, eux, visé à Ascq, non pas un train de Waffen-SS comme celui qui va passer, jamais ce serait attaqué un train de Waffen-SS, mais c'était un train de marchandises allemands qui devait passer et qu'ils espéraient faire dérailler. Et alors, c'était un concours de circonstances dramatiques. Mais, il faut bien dire, pour les habitants d'Ascq, bon, pourquoi ont-ils fait un tel sabotage au cœur du bourg? Voilà, et donc, il y a eu immédiatement des représailles. Et c'était là, bon, il y avait la rue centrale, et donc, ils ont remonté. Voilà, donc, c'est vrai que, pas forcément toujours les familles de massacrés, mais certains disent non, bon, c'est pas la faute des résistants, mais parmi les Asquois, même pas concernés par le massacre directement, ça a été les résistants, qu'est-ce qu'ils ont été faire là, hein? Mais c'est vrai que ça remet les choses en perspective. Voilà. Tout ce travail justement de la réception finalement. Exactement. Bon, une série, c'est ça que j'essaie de démontrer, c'est qu'en même temps, il y a toute une série d'injustices. Hein. Donc aussi bien l'injustice, bien sûr, c'est malheureux, c'est civil, qui ont été ramassés, il y en a qui étaient en pyjama, en chemise, pieds nus. Hein. Et qui sont morts, qui ont été... Donc, il y a aussi les blessés, parce qu'on oublie souvent, on dit les morts, dramatiques, mais les blessés, certains impotents à vie. Des jeunes de 17 ans impotents à vie. Bon, donc ce drame total pour ces blessés, pour les familles. Mais injustice aussi, on va dire aussi en partie pour les résistants, qui ont fait un acte héroïque, qui ont été arrêtés, qui ont été fusillés aussi. 6 d'entre eux. Bon, et pour certains, Ascq, on dit toujours, Ascq, c'est pas toujours facile de dire ce sont des héros, on va dire, bien sûr. Et puis injustice, parce qu'après il y a eu le procès, on en a retrouvé 9 qui sont justement sur la couverture, si vous le montrez peut-être. Voilà. Si j'ai mis ceci sur la couverture, ces 9, ce sont les 9 ex-SS. On a retrouvé, qui étaient dans le train, mais en même temps injustice, pourquoi? Dire voilà, ils ont massacré. C'est qu'en réalité, à part ces 2 derniers, Hock et Rasmussen, qui vraiment, lui, chef du convoi, un des chefs du convoi, responsable, même s'il n'y a pas tiré, hein, et lui qui a tiré, et les autres, non. C'est-à-dire que, simplement, le fait d'être SS, il y a une loi de 48, 15 septembre 48, responsabilité collective, hein, le fait simplement d'être SS et dans le train, ils sont coupables. Et donc, à part lui qui n'a pas été condamné à mort, ils ont été condamnés à mort. Donc, on va dire qu'il y a quand même des éléments d'injustice concernant. Mais concernant, au moins, vous voyez, on va dire ici, au moins 7 d'entre eux. Voilà. Et puis ensuite, série d'injustices encore, parce que finalement, eux 2, ils ont été graciés. Eux 2, qui étaient quand même coupables. Après, ça va vite, hein. Condamné à mort, prison à perpétuité, 55, et après 57 libérés. Donc là aussi, une série comme ça d'injustice. Voilà. Je vois que vous êtes vraiment très très investi par le travail. Ah oui, ça a été quelque chose, un travail qui m'a pris 4 ans quand même. Il y avait déjà eu des livres d'un médecin, Dr Mock, qui avait travaillé là-dessus, mais son dernier ouvrage date de 1994. Et depuis, il y a des archives qui se sont ouvertes, archives de la justice militaire. J'ai dû quand même demander dérogation pour les consulter, et de la présidence de la République. Parce que comme ils ont été graciés par M. René Coty, donc il a fallu aussi, et j'ai dû aussi demander des dérogations. Donc c'était des archives vraiment inconnues. Vous voyez, voilà. Non, c'est vraiment intéressant. Enfin, aussi bien dans la recherche que vous avez faite, et puis voilà, ça bouscule un petit peu notre perception de la guerre. De la guerre, oui. C'est donc surtout l'année 44, puisqu'on fête, on commémore, je retire le mot fête, parce que c'est vraiment pas une fête, une commémoration, on commémore le 70e anniversaire de cette année. Voilà.
Alors derrière vous, pas très loin, non. Ah, pardon, je regarde derrière le mur. Derrière le mur, je regarde derrière. Il y a la scène des auteurs et une des questions qu'on pose aux auteurs qui sont là-bas interrogés, c'est quel est le livre qui a changé votre vie? Est-ce que je peux vous poser cette question? Le livre qui a changé, qui a pu changer ma vie. Quel est le livre qui a pu changer ma vie? Qui vous a marqué, Un livre qui m'a marqué. Qui aurait décidé de ce que vous êtes. Et décidé de... un livre. C'est pas vraiment franchement un livre. Bon, allez-y, lancez-vous. Ça peut être plus sur... ce serait plus une poésie. Oui. Bon. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Ouais. Bon. En 1964, donc j'étais en classe de 4e et donc ma professeure de lettres nous a fait apprendre le musée Grévin, donc d'Aragon, et qui parlait d'Auschwitz. Et donc Auschwitz, oh c'est là où sont blancs, ici on vit, ici on meurt à petit feu. Et donc j'avais 14 ans et ça m'a complètement bouleversée. Et c'est à partir de là, je dois dire, c'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons qui a fait que j'ai choisi de faire de l'histoire, de devenir professeur d'histoire. Et parce que je ne savais pas, et ça m'a totalement bouleversée. Vous voyez, c'est plutôt une poésie qui m'a vraiment décidée à, depuis, j'ai toujours été excellente en histoire, pas le reste, mais en particulier l'histoire, pas le reste. Hein, et ensuite, bon, alors c'est pas la seule raison, parce que j'aimais aussi beaucoup faire des voyages, découvrir d'autres civilisations, vous voyez, mais c'est quand même une des raisons essentielles. Très bien, merci pour cette confidence. Voilà, merci.